ici, ça descendait sur le bord de l'eau. On voit même une autre scène. Ça, c'est au printemps. Oui, parce que l'eau montait rendu au printemps. C'est pour ça, avec la dame, les autres, c'était les roues. La dame, le barrage. Le barrage qu'ils ont fait. Quand ils ont fait le barrage, ça l'a enlevé parce que avant ça, c'était de la drave qui passait là. Des cageux. Des cageux. Tout le comme la drave passait par la rivière. Les autres faisaient ça. Et après ça, quand il y a eu comme Rousseau récollet, il est rapide. Les autres, ils ont fait le barrage pour monter l'eau. Puis en montant l'eau, ils ont fait disparaître 3-4 îles qui étaient existantes. Surtout le pont qui s'en allait à Laval. Le petit pont, là, je cherche moi plus, et puis là, avec le barrage, ça faisait un contrôle des eaux. Ça veut dire que les autres, quand il y avait besoin de l'eau, ils ouvraient les trappes. Puis quand il y avait assez d'eau au bout, parce que mon père travaillait pour les eaux courantes, pour faire le niveau de l'eau, pour ne pas qu'il monte trop. Mais l'hiver, qu'est-ce que c'est avec la glace? Pour donner la chance au monde de traverser, puis rester à Laval, là, les autres, ils passaient avec une pioche, avec acier, puis ils checkaient la largeur, la hauteur, la force de la glace. Puis quand c'était dangereux, ils leur mettaient des annonces. Tout le monde, suite au moins 40 qui venaient là, je vous dirai pourquoi que le tramway 40 allait jusqu'à Pigeon-et-Coin, donc le théâtre de Rivière, suite après. Les autres, ils... Oui? M'excuse. Petite question comme ça, juste. Avant qu'on établisse la vanne là, à Saint-Michel, les vannes, oui. Est-ce qu'il est vrai, parce qu'il m'a été raconté, moi, qu'il y avait énormément d'inondations. La rivière, elle a connu des eaux là, au printemps, lors des... La centrale jusqu'à la rivière des Prairies, les inondations. inondations. C'était complètement inondé. Mais il y en a qui m'ont dit, là, puis là, ça, j'ai un petit peu de difficulté à le croire, que l'eau pouvait monter jusqu'à Charleroi. Ah non. Non, mais je veux dire qu'il montait à côte. Ici, ça ne montait pas ici. Pas à ce point-là. On parle d'inondation de l'image ici. Alors, c'est la légende urbaine, ça. C'est le poisson qui est devenu comme ça. D'accord. Stéphane, tout à l'heure, le poisson qu'on a vu, l'esturgeon, c'était pêché en bas, ici. Vous savez, ici, c'était ici. D'ailleurs, une des activités secondaires des archevêques, c'était la location des chalots pour la pêche. Pour la pêche, où venons tout le monde qui voulait pour se promener en chaloupe de la rivière. Vous m'avez parlé lors de la rencontre qu'un des outils qu'utilisaient les archevêques pour travailler, c'était une perche. Une perche. Ça venait un genre de perche que les autres qui avaient gardé peut-être par rapport que quand ils partaient avec le chaland était juste sur le bord de la rivière. Parce que les voitures s'en allaient, puis il y avait une place pour le chaland qui allait, puis embarquait dans le chaland. Okay. Puis après ça, mais pour partir de là, ça prenait, il fallait qu'ils poussent. Fait que les autres, il y avait comme des perches qui s'accotaient au fond de l'eau. Monsieur l'archevêque. Impossible. Ça, c'est une autre photo, ça, c'est... Ça, c'est mon parrain, c'est Paul l'archevêque. Vous êtes capable de situer la photo, ça vous dit quelque chose? Bien, ça doit être une glissade qui a pu être installée entre la rue l'Archevêque et la rue Étier. Une autre vue, regardez la pente. Ça court dans la même affaire, la pente est là, au bout, complètement à droite. On voit une cabane ici, c'est quoi cette cabane-là? La cabane à pêche. La cabane à pêche, il faisait la location, la vente des mêlées, là. Il y avait ses mêlées, puis il vendait ses mêlées. Il y avait une salle d'attente aussi pour les gens qui voulaient... Oui, tout à l'heure. Comment ça fonctionnait? Quelqu'un utilisait la traverse, Silvio est en train d'attendre, ou sinon il est dans sa maison. Comment ça fonctionnait? Bien, pour aller à traverse, c'est ça, il venait par l'archevêque, au bas de l'eau, il descendait là. Là, il y a eu des bouts de temps qu'il y a eu des trottoirs
pour les piétons. Après ça, il a monté la piste où les autos descendaient, par rapport qu'il n'y avait pas besoin de ça. Mais les gens, ils arrivaient là, puis c'était comment? Les autres s'en venaient, puis là, Silvio, il était dans une cabane, qui se trouvait être, on ne la voit pas actuellement, là. C'était une cabane qu'on a vue tout à l'heure, juste l'autre portrait, là. Celle-là. Celle-là, là. Voyez-vous, là? Ouais. C'était sa cabane qui était. Puis lui, sa porte était toujours ouverte. Donc, Lui, il passait sa journée là-dedans. s'il y avait quelqu'un qui était à Laval, Comme il y a toujours quelqu'un. comme le monsieur qui disait tout à l'heure, lui, il s'en allait à Laval. C'est pas le pour les bêtes, c'était le bord de l'eau, là. Ouais, il avait une rue Lui, il sur s'en le bord. allait là, puis là, il s'en allait sur le quai, puis là, il cognait sa cloche. Ting, ting, ting! C'est Dieu, il disait, je vais, là. Ça va long. Il n'a pas le temps de s'habiller. Qu'elle finisse. C'était pas long, là. Non, il ne laissait pas aux intrus. Là. L'autre, ça Qui allait à la roulait cabane. autour. S'il pleuvait, ça allait à la cabane. Puis là, il attendait un peu, puis Silvio, il attendait. Parce qu'il faut aller là, il fallait qu'il mette son casque, il fallait qu'il mette son imperméable. Donc, attends. Il y a un gars s'en venait à cause du quai, il sonnait tang, 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 tang. C'est le gars, oui, oui, oui. On m'a dit, qu'est-ce qu'il disait, là? Tabarnak. Pas plus que ça. Il avait pas C'était un ça. gars coloré, ok. Ah, Oui, très oui, bien. là, J'ai pas encore fini. Là, là, ding, 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 ding. OK, OK. Pas content, passe par le pont. Oui, ça c'était lui. Ah oui, oui. Tout Très, le monde. très Je suis spécial. en train de passer, le temps passe. C'est quand juste une petite remarque. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Une petite remarque. Dans la cabane, il y avait toujours quelqu'un. Il n'était jamais tout seul. Il y avait le vieux monsieur d'Espérance, par exemple, qui se tenait là, il y avait tout le temps quelqu'un. Ah Tout le temps, tout oui, le temps, tout il le temps. invitait toujours quelqu'un. Il y avait son bon ami, son chien, qui était là aussi. Son chien de garde. Alors, C'est-tu un peu comme le magasin général, le gars genre avec fait une place de rencontre un peu? Oui, c'est C'était ça. tout une temps. Parce qu'il y avait bien du monde qui louait des chaloupes. Il y a eu des temps dans l'année qu'il y avait tellement de pêcheurs qui venaient pêcher, qui venaient prendre des chaloupes pour aller pêcher dans les fins de semaine. Il y en avait tellement que des fois, il arrivait là, puis il n'y avait pas de chaloupes, parce que les chaloupes étaient partis. À chaque année, Silvio commandait d'autres chaloupes. Il commandait d'autres chaloupes, c'est pigeons marines. Lui, il faisait les Les gens qui ne savent pas, tout à l'heure, on parlait de Pigeon Drapeau tout à l'heure. C'est une grande entreprise qui a eu de portes et fenêtres. C'est un des plus grands employeurs qu'il y avait dans la région, à Montréal-Nord. Il était tout seul. Puis un jour, l'entreprise cesse, mais le partenaire qui s'appelle Pigeon, lui, se lance dans la fabrication de véhicules nautiques. Ça n'a pas cessé, c'est-à-dire qu'il y a eu une séparation. oui. Le pigeon et drapeau a été fondé, mais à un moment donné, il y a eu une chicane, comme d'habitude. Le pigeon s'est en allé, a fait ses propres chaloupes. Il y avait la main levée dans le fond, oui. Sur la traverse, ça se peut-tu qu'il y a eu des prisonniers qui ont été traversés par là? Parce que Effectivement, vous tout à l'heure, on en a parlé. C'était une des raisons qu'on avait établi la traverse. C'était pour permettre d'amener les gens à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Malgré que la traverse, en passant, elle existe à Laval en premier lieu, à partir des années 1760. C'est une famille rocan. Et plus tard, c'est des Sigouins qui vont faire ça jusqu'à la fin des années 40. Alors, M. Sigouin, lui, il traversait les gens de Laval, mais il ne venait pas les chercher. C'était les archevêques qui les apportaient. Quand Sigouin arrête de son bar, ben là, l'archevêque va commencer. Ça y alternait. là. C'est ça. C'est ça. Vice-versa. On a quelques photos encore. Oui, une autre question dans le fond? Non, c'est pas une question, c'est Ouais, juste commentaire. pour dire que, OK, moi, je suis allé au collège des Ah, Arts Providence, ah, juste oui. au bord de Saint-Vincent-de-Paul. Centre Fernand Larocque? Oui, de 59-60, ça m'est arrivé de prendre le traversier une couple de fois. OK. Ça coûtait 5 cents. Il fallait sonner la cloche, puis M. Larchevêque qui vient me chercher l'autre bord. Enfin, Puis je pense qu'il était rendu motorisé. Il y avait un petit moteur qui ça pognait ressemble avec son un peu corps. à ce qu'on voit ici. Ça se peut-tu? Ben, Il y avait un petit moteur pris avec son corps, puis là, Oui, ça se traversait avec un petit moteur. Oui, ça, Non. c'est Celui-là, il est de verre. Le bateau est accroché à côté. Ben, il y avait une traverse. Regardez, c'est comme vous voyez à l'écran. là. Oui, Ouais, c'était bien comme évident. Une image de la rue Pigeon, pas loin Il y avait des eaux. Regardez les inondations au printemps. des eaux, Oui, effectivement. là, Dieu ouais. que c'est ça. Avec l'arrivée de la construction de la centrale hydroélectrique, ça règle le problème.
mais ça arrive une fois de temps en temps. C'est pour ça que depuis les années 50, il y a un brise-glace au printemps qui se promène, l'arrêt au glissard. Qu'est-ce que c'est qui arrivait? Parce que si on voit l'autre photo, là, J'ai plus beaucoup de temps vous pour voyez aller en vite. haut en blanc, là, c'est la glace ça, qui monte. Ouais. C'est plus la glace là, c'est la glace qui monte. là. L'eau monte, la glace monte. C'est la glace qui est C'est ça. Puis l'eau, là, on croit qu'elle ne peut pas passer. Elle venait Sur l'archevêque, sur la rue, on a des institutions locales. Il y avait le docteur du village qui les était commerces, à l'archevêque, il y en avait le comme ça. docteur Clermont. Ça, c'était le Première auto. C'est le temps clairement. La rue L'Archevêque, vue de loin, Oui. dans le paysage. Incroyable. Alors, merci, M. L'Archevêque. Je sais qu'on aurait pu en dire. Ah oui. Il était bien gêné. Il dit, ah, moi, je parle pas beaucoup. Il s'en va. Oui, jeune homme. Juste quand j'avais montré la maison du docteur Clermont, Oui. ma deuxième maison, on avait celle-là, d'autres, on est tous mis au monde. Vous êtes des frères, c'est ça? Oui, on est tous des frères. On avait un frère, c'est ça. Ah, Ouais, on est c'est mis ça, sur Dieu. le travail sur le bon Et Dieu. des champs. C'est quoi votre nom? Et des champs. Des champs. Ben oui. Et juste une question. C'est Jean. Oui, allez-y, allez-y. Il est là. Jean, il est là. Jean, il est là. Les champs? Il est là, Jean Deschamps. Paul? Voilà, c'est Il va moi. falloir que j'enchaîne. Il va falloir que j'enchaîne. C'est quoi la question? Une sélection, j'étais à l'hôtel de ville la semaine passée. Oui. Puis j'ai regardé les photos, ces murs des échevins et des mères. Puis mon père n'était pas là. Il était aux archives en bas. Les archives m'ont dit qu'il avait été assermenté le 5 mai 1945, mais qu'il n'y avait pas de photo. Ah. Mon père avait été échevin 45 à 48. Là, je vois bien, il n'y avait pas de photo. Alors, notre prochain invité, il va parler un peu de celle de lui. Il va vous parler aussi d'une institution locale qu'on a appelée le cinéma régal. Les garçons au fond, s'il vous plaît. Monsieur Lapierre. C'est le 21 ans, ce soir. Non, parce que les messieurs me demandent, mon père faisait une parade, c'est dans le bois, là, des années 45-50, faisait une parade sur Noël. Alors, notre prochain invité, M. Michel Chalut. Oui. Bien, bonsoir, M. Chalut. Peut-être nous parler de votre enfance rapidement, qui vous êtes. Oui, oui. Comment vous en êtes arrivé un amoureux du cinéma? Oui, absolument. Ben, écoutez, d'abord et avant tout, ben, merci à vous tous qui êtes là, présents. Ça me fait plaisir de parler à une auditoire, puis je pense que ça peut être intéressant de parler du cinéma régal. Il y a certainement des cinéphiles parmi vous. Il y a certainement des gens qui ont connu ce cinéma-là. Oui, bien sûr. Il y en a quelques-uns. Bon, C'est M. bon. Germain qui avait l'air. C'est M. Germain qui était là. Oui, M. Germain, qui a été celui qui a construit le cinéma, qui était président du bureau de censure de Montréal à cette époque-là, et qui, lui, a pris l'initiative justement de faire construire ce cinéma régal-là, tout près du parc Aimé-Léonard, donc à proximité du parc. Un endroit stratégique, un endroit vraiment intéressant, parce que, évidemment, à l'époque, on sortait de la Deuxième Guerre, c'est pas tout le monde qui avait l'argent pour se payer une voiture et se véhiculer facilement, se transporter et aller faire les activités qui les intéressaient. Donc, le fameux tramway qu'on voit là, le petit 40, qui vraiment finissait son itinéraire au terminus juste face au cinéma, ben, c'était vraiment un endroit là, névralgique là, pour la clientèle du cinéma. Donc, le cinéma régal a beaucoup bénéficié, dans ses premiers temps en tout cas, jusqu'en 1959, de la part du tramway qui amenait donc les gens, là, qui les transportaient au cinéma là, aisément. Mais d'abord, avant tout, je voudrais remercier M. Tessier de m'accorder cette tribune, de m'accorder cette chance de pouvoir parler justement de quelque chose qui me tient à cœur profondément. Étant de Montréal-Nord, pas natif, mais ayant vécu ma jeunesse largement à Montréal-Nord, de 1949 à 1979, donc j'ai vécu 30 ans, je dois dire que c'est la première occasion qui m'est offerte de parler ouvertement devant un public, devant un auditoire, de ce cinéma-là. Moi, personnellement, quand j'étais tout jeune, donc j'habitais 12 000 rue Hainaut, la rue voisine justement du cinéma. Pour moi, le cinéma régal faisait partie là, vraiment là,
mon habitat naturel. Donc, j'y passais souvent devant, tout ça, je regardais les affiches. J'étais fasciné par ça. J'étais vraiment fasciné. Et un bon jour, mon père a décidé de m'amener au cinéma et pour voir un film, un dimanche après-midi. Et à cette époque-là, en 1959-1960, il fallait avoir 16 ans pour aller rentrer au cinéma. Le bureau de censure était très sévère. Il y avait eu un resserrement de la censure par le clergé qui a duré justement jusqu'au début des années 60. Donc, on ne pouvait pas entrer là, facilement au cinéma comme ça. Donc, il fallait être accompagné d'un parent, puis encore là, selon la bonne humeur du gérant, on entrait ou on n'entrait pas. Rappelez-vous de quel film c'était? Oui, absolument. C'était un film que je voulais voir, mon père m'en avait tellement parlé. Il s'agissait d'un film d'époque, un film biblique, Samson et Dalila, avec Victor Mature et Eddie Lamar, la superbe Eddie Lamar. Donc, un film en couleur et en cinémascope, s'il vous plaît. Wow. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand je parle de cinémascope, mais le cinémascope, si on parle de, comment dire, donc de l'évolution du cinéma, le cinémascope était ce qu'on pouvait trouver de plus grand, comme en termes de ratio d'image sur un écran. Il faut dire qu'au tout début de l'histoire du cinéma, qui date du siècle, du 19e siècle, donc 1896, où les frères Lumière, qui étaient des Français, qui sont venus ici même à Montréal faire une première projection de vue animée. On appelait ça le cinématographe à l'époque. C'était vraiment les premiers rudiments de vue animée. Alors, les gens ne connaissaient pas ça. On appelle, à ce moment-là, c'était une nouvelle technologie, comme on parle de nouvelle technologie aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Internet, d'informatique et tout ça. Mais à l'époque, si on se replonge 120 ans en arrière, lorsqu'on parlait de vue animée, là, c'était tout nouveau pour le faire. Alors, évidemment, ça faisait courir les foules. Parce que c'était tout nouveau, c'était fascinant, c'était magique de voir des personnages animés sur un écran. À ce moment-là, c'était soit un mur d'un immeuble, ou soit encore un tronc qu'on installait comme ça dans un marché public, parce que souvent c'est là que ça se passait. C'était du cinéma qu'on appelait forain, donc ça se passait dans les grands endroits où les gens se rassemblaient là, pour soit un cirque, soit... Monsieur Chalut, vous avez découvert le cinéma comment? Vous m'avez parlé avant d'aller au cinéma. Oui. C'est un peu vicaire, vous avez fait découvrir le cinéma. Oui, alors là, vous vouliez que je dépasse cette période-là. Oui. D'accord, très bien. Alors, on ne les perdra pas. D'accord. Alors là, si je reviens plus au tout début de mes premières initiations au cinéma, et là, on parle plutôt de 1960. Donc, alors, si je reviens au film que j'ai vu, moi, au cinéma Régal, qui s'appelait Samson et Dalila, quand je me suis assis dans mon fauteuil au cinéma, et que là, les lumières se sont éteintes, c'est une première pour moi, là. Les rideaux sont ouverts, le faisceau lumineux multicolore est arrivé sur l'écran, et là, les premières images se sont succédées. C'était magique. Magique. Alors, pour moi, là, c'était un événement, là, absolument marquant. Et je n'en revenais pas de voir à quel point la beauté des couleurs sur un immense écran qui faisait 15 pieds de haut par 40 pieds de large. À l'époque, le cinéma Régal, et on ne savait peut-être pas, avait le plus bel écran de tout Montréal. C'était absolument incroyable. On parle d'un cinéma de quartier, là, un cinéma du nord-est de la ville, un cinéma éloigné des grands centres, éloigné des grands palaces de la rue Sainte-Catherine, de la rue Saint-Laurent, de la rue Saint-Denis. C'était quand même assez grand, vous Oui. l'aviez décrit. Absolument. Le cinéma faisait quand même 60 pieds de large par 130 pieds de long, et donc comportait 700
sièges, qui était quand même considérable pour un cinéma construit après-guerre, et très confortable, les sièges en cuir et tout ça. Et donc, pour revenir à ce que je disais, moi, petit bonhomme de 11 ans, à visionner un film comme ça, là, c'était absolument là, quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on est à la maison, à ce moment-là, et qu'on a encore un petit téléviseur qui fait 1 pied carré d'image, encore en noir et blanc, puis vous avez au cinéma, puis vous avez une telle grandeur dimensionnelle, là, vraiment, là, c'est sidérant. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, là, en regardant ce film-là, j'étais davantage attiré par le faisceau lumineux qui était derrière moi. Et là, je voulais voir d'où ça partait, ça. D'où ça venait. Et d'où ça venait, bien évidemment, si vous êtes allé au cinéma très souvent, vous avez sans doute constaté qu'est-ce qui se passait. Ça vient donc d'une petite fenêtre de projection. Et puis, de cette petite fenêtre de projection-là, évidemment, vous avez toute la lumière nécessaire et toute la colorimétrie nécessaire pour éclairer le grand écran. Mais à l'âge de 11-12 ans, quand c'est une première pour vous, à ce moment-là, vous vous dites, ouais, là c'est vraiment spécial. Puis j'étais vraiment intrigué de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mur-là. Qu'est-ce qui pouvait projeter une image aussi belle, aussi splendide de couleurs, à travers un petit carreau d'un pied carré. Quand j'ai vu, 20 ans plus tard, le film Cinéma Paradiso, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le fameux film italien où ça se passe dans un village, hein, un petit village, pas très riche, tout ça, puis un petit cinéma de quartier dans ce film-là. Et vous avez le petit jeune, justement, qui avait à peu près mon âge, lui aussi, dans ce film-là, puis qui fréquente le Cinéma Paradiso pour la première fois, et que lui aussi vit ça, ce feeling-là, ce sentiment-là. Et il le vit là, à la puissance, au premier degré, là, vraiment. Et il se lie d'amitié avec le vieux projectionniste Alfredo, qui fait les films, et lui, il est âgé, là, il est en fin de carrière, ce projectionniste-là. Et il est tellement curieux, le petit jeune Salvatore, qu'il va rencontrer le projectionniste dans sa cabine de projection, et il lui demande de lui montrer le métier. Ben, c'est un petit peu ma vie, ça, finalement. C'est un petit peu de cette façon-là. Quand ce film-là, moi, je l'ai vu, j'ai pleuré à chaudes larmes parce que ça m'a tellement rappelé ces souvenirs du cinéma régal. C'est un peu ça que j'ai fait, finalement, avec le cinéma régal. C'est que je me suis décidé, d'une façon perspicace, à trouver la personne qui faisait des projections au 2e étage. Et finalement, j'ai trouvé cet individu-là et je me suis lié d'amitié avec lui. Et tout est parti de là pour moi. Vous vous rappelez de son nom? Oui. Oui. Claude Millette, un dénommé Claude Millette, qui habitait, lui, à l'étage supérieur, parce qu'il y avait un appartement au cinéma. Il vivait au-dessus du cinéma. Il habitait là. Et c'est un jeune, légèrement plus vieux que moi. Et il était très réticent au début pour me montrer le métier. Parce que, vous savez, c'est une chasse gardée. Hein? Il n'y avait pas un grand nombre de personnes qui connaissaient la façon d'utiliser des projecteurs professionnels, parce qu'on parle de projecteurs 35 mm, pas facile à faire fonctionner. Ça prenait un métier d'électricien pour le faire et tout. Donc, ça prenait des connaissances quand même assez élaborées. Si bien que moi, ben, écoutez, je me suis montré bon prince avec lui. Puis, on s'est liés d'amitié, lui et moi. Puis finalement, la confiance a fait qu'il a commencé à me former. Et puis là, après ça, j'ai suivi ma formation en lieu et place. J'ai passé ma licence, mon permis de projectionniste. Et puis, j'ai opéré le cinéma pendant à peu près 8 ans, de 63 à 1970 à peu près. Okay. Alors, j'étais votre projectionniste, pour ceux qui ne savaient pas. J'étais votre projectionniste du cinéma régal dans les années 60, largement en tout cas. Vous avez travaillé dans les autres cinémas du quartier aussi? Ceux qui s'appellent, il y avait le cinéma Rio, Rio et tout ça. Oui, effectivement. On m'a approché à quelques reprises pour travailler dans ces cinémas-là.
je suis allé les voir, ces salles de projection, mais j'ai décliné à chaque fois. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on était habitué à travailler dans un environnement de qualité, avec des projecteurs de qualité dont était doté le cinéma Régal, lorsqu'on arrivait au cinéma Rio, on s'apercevait que vraiment c'était un parent pauvre par rapport au cinéma Régal. Donc les projecteurs tenaient avec la broche et c'était vraiment là, ça laissait à désirer vraiment. Et les projections, souvent, quand les films cassaient souvent, il y avait beaucoup d'interruptions. Ça ne m'intéressait pas de travailler dans un tel environnement. Le Majestic, qui était le Luxor au tout début, il a changé de nom pour le Majestic. Il était où pour arriver? Lui, il était situé sur Henri Bourassa et Oui, c'est ça. Il était beaucoup plus petit, soit dit en passant. D'ailleurs, les deux cinémas étaient plus petits que le cinéma. Combien de places à peu près? 350 places pour le Majestic et 400 places pour le Rio. Il y avait seulement une salle. Oui. Oui. Et évidemment, ça, les cinémas de quartier, il faut bien le mentionner, là, ce sont tous des mono-écrans. Donc, monosalles. On n'était pas encore à l'époque des salles fractionnées, des multisalles. Il n'était pas encore à l'époque de ce qu'on connaît aujourd'hui, les mégaplex. Pas du tout. Alors, des années 50-60, c'est encore vraiment ce genre de cinéma-là, ce genre de salles-là qui sont privilégiées pour le grand public. M. Chalut, pouvez-vous nous parler de vos patrons que vous avez eus ou oui, de ce que vous avez connu aussi? Parce que je sais que vous avez fait une petite recherche sur le Régal. Oui, avec plaisir. Peut-être nous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin, rapidement, parce que vos voisins ont parlé trop. Ah, là, vous me tenez sur la corde raide, là. Bon, ben, le cinéma Régal a vu le jour en 45-46 par M. Martin, qui lui était le président du bureau de censure de Montréal. Ensuite, il y a eu quelques autres exploitants qui ont suivi dans les années 50, dont M. Forêt, et pour finir avec les frères Hott. Les frères Hott, ce qu'ils avaient de particulier, ils venaient de Cartierville, ils avaient déjà un cinéma. Ils opéraient le cinéma Commodore, qui est un très beau cinéma, tout près du parc Belmont, qui avait été construit en 1950 environ, et par le père de la famille Hott. Et donc ces gens-là étaient des gens qui connaissaient vraiment le métier. Ils connaissaient vraiment la distribution des films, ils savaient comment programmer d'excellents films pour la clientèle là, ciblée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils ont vu que le cinéma Régal était à vendre en 62, ils en ont pris possession pour la rondelette somme de 65 000 $. Donc à l'époque, c'est quand même pas mal d'argent, c'est 2-3 fois la valeur d'une propriété à peu près. Et puis on commençait à exploiter le cinéma à ce moment-là. Au début, ils avaient 2 films à la programmation, on programmait 2 films. Et rapidement, on a programmé 3 films. On s'est aperçu qu'avec 3 films, on attirait davantage de gens. Et là, on faisait vraiment un programme complet. C'est-à-dire qu'il y avait 3 films qui passaient l'après-midi, comme le dimanche après-midi, et 3 films le dimanche soir. On ouvrait 4 soirs, c'est-à-dire le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche toute la journée, avec le dimanche soir. Rappelez-vous des prix? Oui, absolument. On a commencé à 65 sous. Là, on parle de 62, fin 62, début 63, pour monter à peu près à 1,25 $ dans les années 75. Donc, ce n'est pas une énorme augmentation. Mais ce qui est fabuleux avec le cinéma Régal, ce qui est vraiment d'extraordinaire, c'est que ce cinéma-là, sous la direction des frères Hott, a vraiment connu ses heures de gloire. Vraiment. Ils savaient programmer des films qui faisaient plaisir à leur public. Et moi, là, je maintiens ça, là, ces statistiques-là, là, en moyenne, pendant les 3 meilleures saisons de l'année, on parle de l'hiver, du printemps et de l'automne, on allait chercher au-delà de 1000 entrées au cinéma. 1000 clients. Il venait de la vaisselle, là, pour ça. Pardon? Pardon? Pour avoir de la vaisselle, pour ça. Il donnait de la vaisselle. Il donnait de la vaisselle, oui. Oui, il faisait des cadeaux. Oui.
absolument. Il y avait ça, des tirages. Oui, oui, effectivement, il y a eu ça. Il y a eu aussi un petit moment où on a fait un peu de vaudeville, parce que le stage, ou en fait, La scène, oui. la scène était suffisamment profonde. On pouvait faire des petites pièces de théâtre ou des chansons à répondre, ou des choses comme ça, à l'entracte. Et donc, ça amenait aussi les gens. Il y avait une belle diversification, pas seulement des films, mais aussi d'autres activités artistiques qui étaient présentes aussi au cinéma. Pouvez-vous témoigner du déclin jusqu'à la démolition du cinéma? Oui, les circonstances. C'est la partie la plus triste, finalement. Après que ce cinéma-là ait connu, je dirais, les gens se sont appropriés de leur cinéma. Là, c'est toujours un peu ça. Hein? On s'approprie de nos institutions. Quand un lieu devient un lieu culte, et ça, c'en était un vraiment, où les gens aimaient se rassembler, les gens se reconnaissaient, les gens vivaient les films en présence, la salle était vivante, ça respirait la joie, ça respirait les émotions, ça respirait les rires, les pleurs, les gens vivaient vraiment. Comment c'est passé que ça aille si mal, si bien, si mal? Si bien, si mal, c'est ça. C'est que finalement, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les multisalles. Okay? Donc, il y a eu cet essor des multisalles. Et il y a eu aussi le fameux film de genre, film érotique, qui de plus en plus attirait une certaine forme de clientèle. Le cinéma Régal ne voulait pas jouer cette partie-là. Il voulait continuer à présenter des films grand public. Malgré que vous avez présenté Deux femmes en or, oui. Valérie. Ça, on a fait ça, comme vous dites. Cependant, c'était nos films à nous, nos films québécois. C'était les premiers balbutiements vraiment de nos films, je dirais, populaires, parce que notre cinéma est quand même plus vieux que ça. Il y a eu Mon oncle Antoine, il y a eu Aurore, l'enfant martyr des années 40, il y a eu les Ploufs, tout ça. On avait quand même déjà développé une expertise en cinéma. À l'ONF, on avait d'excellents cinéastes aussi, d'excellents documentaristes en Pierre Perrault, Roux, Gilles Carle et ainsi de suite. Par contre, dans le cinéma populaire, on n'avait pas encore développé le filon du film érotique. Et là, fin des années 60, début 70, tout d'un coup, on découvre quelque chose qui commence à faire plaisir à bien du monde. Et là, on présente ça un peu partout au centre-ville, dans les cinémas de quartier. Ça commence. Et c'est pas tout le monde nécessairement à cette époque-là. Donc ça a amené un certain déclin de l'assistance. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la direction ne voulait pas se prêter à ce jeu-là nécessairement. Alors, on en vient au déclin maintenant. Comment ça s'est passé? Le déclin comme tel... le Régal, pas le cinéma de quartier en général. Ben, le cinéma Régal était convoité pour une chose en particulier, c'était que l'administration municipale avait le désir de créer une marina au parc Camille-Léonard. Et à ce moment-là, pour ce faire, il fallait exproprier les propriétés qui étaient là en place. Alors, le cinéma Régal prenait énormément de place, n'est-ce pas? Donc, il y avait également des propriétés le long de la rue Pigeon aussi. Alors, donc, ces bâtiments-là étaient visés par l'administration. Et malheureusement, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu le soulèvement de la population nécessaire pour garder en place l'endroit. Ça, on est en quelle année, ça? On parle de 1976-77 à peu près. Et donc, si bien qu'à ce moment-là, ça a passé comme du poil dans le beurre. C'est-à-dire du beurre dans le poil et tout. Ça va bien de même. C'est ça. Et puis c'est ça, ça a échappé vraiment à l'ensemble de la communauté. Et si bien excusez-moi, est-ce que le cinéma était encore beaucoup fréquenté à ce moment-là? Il était de moins en moins. Il aurait fallu, je pense, pour le conserver,
qu'il devienne un cinéma d'art et d'essai, un cinéma de répertoire. Un peu comme le cinéma Dauphin, qui est devenu le Beaubien, un peu comme le cinéma du Parc, un peu comme l'Élysée, un peu comme, vous savez, ces cinémas de répertoire qui ont encore la chance, l'Élysée n'est plus là, mais le Beaubien est encore là, le cinéma du Parc est encore là, l'Excentrice est encore là. Pas une vocation. Absolument. Il aurait fallu changer la vocation du cinéma et puis là, de faire connaître sous une nouvelle... Pour conclure avec le segment M. Chaloux, on va passer quelques photos. M. Chaloux va nous commenter. Puis après, on va passer à notre dernière invitée. En passant, on avait prévu 90 minutes. J'ai l'impression qu'il nous reste peut-être une vingtaine de minutes encore. Alors, 20-25. Alors, James, 20 minutes. 20 minutes. Alors, on a une des rares photographies du cinéma régal. Oui. Et ça, c'est malheureux. Puis je m'excuse, M. Tessier. Oui, allez-y. Si j'ai un reproche à adresser, moi, personnellement, c'est bien celui-là. Il n'y a pas de Je peux difficilement comprendre. Vous savez, on a des vestiges photographiques de certaines maisons ancestrales, comme la maison de la Pierre, certaines autres maisons. Mais on n'a pas grand-chose par rapport à des bâtiments de nature, soit artistique, culturelle, communautaire. Je pense au fameux centre récréatif, n'est-ce pas, de la paroisse Sainte-Gertrude. On n'a rien. Rien. Hey, c'est pas un cadeau. C'est là que vous avez appris le métier de projectionniste. Moi, j'ai appris mon métier là, effectivement, à l'âge de 13 ans, 14 ans, quand je faisais des projections là, dans un ciné-club, à ce moment-là, 16 mm, pour les enfants là, du milieu. Et on n'a rien du tout de ça. L'école Louis Fréchette, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, on n'a pas grand-chose, quoi qu'elle existe toujours, mais je ne sais pas. Là, si jamais un jour on démantèle tout ça, est-ce qu'on va faire un topo là-dessus? Je ne sais pas. Autre dossier. Oui, c'est ça, des choses comme ça. Donc, bref, c'est un peu triste. Et je ne peux pas concevoir, moi, qu'on n'ait pas pensé à ça, que la ville de Montréal-Nord ne pouvait pas se payer un photographe professionnel. D'autant plus c'était eux, l'administration en place, l'administration de C'est quoi le montant d'expropriation? qui ont voulu défaire le cinéma. Alors, s'il vous plaît, on prend quelques photos. L'expropriation était de combien? 135 000 $. Il l'avait acquis pour combien? Pour 65 000 $. Donc, le cinéma était revendu aux frères Hott pour 135 000 $. Donc, 2 fois le prix d'achat. D'autres, désolé de bousculer, tendances, d'autres publicités qu'on voyait dans le journal, surtout ça vient de la Société d'histoire de généalogie de Montréal-Nord, oui. Par le biais de M. Jean-Paul Guillard, qui vous a envoyé ceci. Il était bien aimable pour... voir les films d'époque. Il y a dit Constantine. Celui qui avait jamais la chevelure dépeignée. Et M. Tessier, dans mon époque, c'est surtout les films de cow-boy, et Roy Rogers. Ça marchait. Il y avait une canne belle poussière. Les films des westerns, les films de genre, les films de chevalerie, évidemment, c'était des films fort prisés, bien sûr. C'est une rare des photos, ça, vous venez juste de me l'apporter. Oui. C'est une nouvelle photo, je ne la connaissais pas. C'est une des rares photos où on voit la devanture pratiquement complète du régal. Oui. Ça, c'est la salle de projection. La salle de projection avec les appareils 35 mm. C'est vous-même. C'est vous? Cowboy. Ça, c'est moi, ouais, à l'âge de 19 ans. Donc, projectionniste. Vous avez à peine changé. Manque de chat. Ça, c'est les autres cinémas qu'on avait dans le quartier, les cinémas Majestic. Malheureusement, j'ai pas du cinéma du Rio, mais le bâtiment il est toujours debout. Vous êtes à côté de Saint-Michel. Le Rio n'est plus là. Il était à Saint-Michel, lui, il est encore debout. Lui, on va... Il va le démolir pour construire une bibliothèque. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Monsieur Chaloux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On va passer à M. Chrétien.
qui a vécu ici pendant longtemps. Vous venez de Saint-Henri, vous m'avez dit? Je suis parti de Saint-Henri, sur le bord du canal de la Chine. J'ai vécu 72 ans à Montréal-Nord. J'ai connu pas mal, j'ai connu Montréal-Nord dans le temps, les fermes pas mal. Il y avait environ 5-6 000 de population. J'avais l'impression de connaître tout le monde dans ce temps-là. Il y avait 2 paroisses, Saint-Vital et Saint-Jacques. C'était la compétition toujours. Été avec le baseball, l'hiver avec le hockey, dans ça. Puis, les souvenirs, c'est pas croyable. Puis Lise et moi, on a élevé nos 6 enfants dans Montréal-Nord, ici. Réellement, ça a été superbe. On peut en parler. Il y a tellement de beaux souvenirs, là. J'avais l'impression dans ce moment-là de connaître tout le monde, puis c'était tellement... La population était moins grande. Moins grande, 5 à 6 000 populations, mais tellement chaleureux. Dans l'air des grosses familles, 12, 15, 18 enfants, dans une place, il y avait toujours quelqu'un, t'arrivais, maintenant, j'arrivais chez nous, on était 14 dans la maison, j'arrivais avec un ou 2 amis, il y a de la place, il y a la table, il y a de la place. Vous savez, les hommes de cette génération-là, comme les femmes aussi, tu leur dis le nom du docteur Paul Lizotte, par exemple. Ah oui. Il n'y avait pas 19 médecins dans Montréal-Nord. Non. C'est le grand pionnier avec le docteur Gauthier. Même on fait juste une petite comparaison. Il n'y avait pas de dentiste dans ce temps-là. Il y avait le Pelletier après. Oui, mais par après. Mais je me souviens, j'avais peut-être 12 ans, mal à la dent. Puis je vais pas parler à mon père. Quand je mal, j'ai peur, tu sais. Fait que, nous avons même petit docteur Hachin dans ce temps-là. Il était sur le coin de Henri Bourassa puis Lausanne, Plaza, 2e étage. Je me vois encore avec mon père, monter en haut, docteur Hachin. J'ai dit, mon garçon, il est mal à la dent. La main dans la toilette, assis sur le bord de la toilette. Voilà ça. Et le gars, il servait, il prenait un petit tapon de doigt, il met un peu d'état dessus, puis il met ça dans la bouche. Il servait right back, puis j'ai l'impression que le bol de toilette montait avec moi. Mais là, après ça, c'est fini. J'entends mon père dire, hey, Dad, combien je te dois? 55. Hey! On a des critiques, des photos-là. Voulez-vous les commenter un petit peu? Ça, c'est les grands-parents, ça. C'est vos grands-parents? Oui, mon grand-père. Pas de Saint-Henri, je me dis. Ça, oui, correct, j'étais à Saint-Henri. Mais il venait à Montréal-Nord tellement, dans le temps de... on est arrivé à Montréal-Nord en 1937. Puis là, ça là, ça, c'était sur le coin de Saint-Vital, et puis Perra. On va dire Bourassa maintenant, mais Perra dans le temps, ma petite sœur Claire Pontière, à 46. L'église Saint-Vital, où j'étais servant de messe pendant une couple d'années. Puis le matin, là, je faisais la scène de 7h, 7h30. J'arrivais chez nous, on me donnait 10 cents, 15 cents par messe. J'arrivais chez nous comme ça. C'est ma mère, tu sais, j'étais bien fier. Puis dans la semaine, les curés d'après nous autres, ils venaient me faire la morale. Ça prenait des 5 sous, des 10 sous pour acheter des petits chinois. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression que la moitié des gens à la table, ça va bien prendre des petits. Je vois encore avec la deuxième et nous disons la Sainte-Enfance. En parlant de petits chinois, de petits enfants, vous étiez nombreux quand vous êtes arrivés à Montréal-Nord avec votre famille. Vous aviez 9. On était 11. 11 avec vos parents. 11. Puis la maison continuait à grandir. On finit 14 dans la maison. D'ailleurs, vous aviez un frère qui était policier, comment il s'appelait? Oui, Ramon. Il est avec M. Proulx. Avec M. Proulx. C'est qui ça, M. Proulx? Roger. Vous avez été policier aussi. Il y en a peut-être qui se rappellent du film qu'il y a eu avec Roy Dupuis, puis qui jouait là-dedans. Monica la mitraille. Oui, Céline Bonnier. Oui, Céline Bonnier, voilà. Céline Bonnier. Votre frère a participé à son dernier. Je pense qu'ils sont arrivés les premiers, je pense. Les 2 frères de la Lièvre, puis Monica, sont peut-être la caisse pour plein secteur. Ils ont commencé à tirer dessus. C'était Roux, là. C'était... Roux. Ceux qui savent pas, c'était l'italienne, une grande braqueuse de banque. Oui. Forêt puis Roux. C'est là qu'elle était tirée. Non, Elle a été tirée. ils l'ont voulu dans mon nord, elle a été tirée sur le P9, Jean-Talon. Jeff Jory. Ah, ok. Ouais, non, c'est le chien. Ok.
Mais je regarde la paroisse. Dans ce temps-là, il y avait Saint-Vital puis Saint-Gertrude. Puis la compétition, l'hiver, même les curés en chair. Il fallait battre l'autre club. Puis l'été, c'était au baseball. Puis même au baseball, dans cette année-là, je vois vers la fin des années 40, le propriétaire de Vidéotron, M. Chagnon, c'était notre lanceur. C'était son receveur. Oui, M. Chagnon, c'est super. Pas son receveur, son catcher. Catcher. Le receveur, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de champ, il y avait des vaches. Et ça, c'est à la porte du Il y café avait Bellemare. un endroit de débauche. Ouais. Ah oui, oui. À la porte du café Bellemare avec deux de mes compagnons, en 49, ça. Pouvez-vous nous situer où était le café Bellemare? Très belle photo. C'est à côté. C'était vraiment proche. Juste à côté. Ah, ils ont l'air à savoir où ça. Ça, les 15 ans qu'on reste au Moyen-Nord. Il y avait le Minot aussi, là. Le deuxième étage. Ouais. Gilles Lacroix, qui était policier, Il y avait Saint-Malo. il s'amusait à faire débouler les gars en bas de l'escalier au Domino. Il était propriétaire du Malo. Ça vous donne une Ah oui, idée. il l'a engagé au Mado. Ça vous donne une idée. Il est dans Il sa- n'existe plus. S'il vous plaît, on va juste revenir ici. Là, il est situé là, face au P9 dans ce temps-là, puis Perra, qui est maintenant une boisson, Perra. On s'emmenait là. Où il y a la petite cabane, là, c'est là qu'il y avait le petit 40, là, qui arrêtait le petit tramway, et puis c'était juste en face de P9. Ça, c'est mon frère Gérard. À part de chez nous, l'autre côté se trouvait la petite maison Pignon, la première caisse populaire qu'il y a à Montréal-Nord, vendue par Perra et puis Saint-Vital. Ah, ok. La bâtisse est encore là, je pense, aujourd'hui. C'est plus une caisse pas. Et ça, en fait, chez nous, les jardins, ça, c'est ma soeur la plus vieille, Rita, Claire, la plus jeune de mes sœurs. En arrière, au bout, la maison de Mme Lafrenière. Elle, quand j'avais 9-10 ans, elle m'avait adopté. À tous les samedis, il fallait que j'aille l'aider sur son terrain dans le jardin. Mes amis, ça nous a joué, puis moi, ramasse ci, ramasse ça, le gazon, n'importe quoi, travailler avec elle. Mais j'étais assez content, j'arrivais le soir, elle me donnait 10 cents. Ah, toute la journée. Un autre chinois. Un autre chinois. Un autre chinois. Oui, mais 10 cents, là, j'avais deux gros cornets. C'est bien payé. Comme la deux roues. C'est le premier auto que mon père m'avait acheté chez Léo Blondin, en 1950. Le concessionnaire Léo Blondin, c'était dans Montréal-Nord. C'est ça. Il était où? Il était chemin. Point de Saint-Vital. Il était chemin. Saint-Vital, les coins. Stéphane, une affaire remarquable des autos. Il y avait seulement des autos noires. Puis les autos ont commencé à être en couleur dans les années 50. À peu près, il y avait des autos vertes, des Ford. Mais c'était toutes les autos étaient noires. Ah, ok. Même le deux de police était noir. La maison que mon père avait achetée, Pour combien déjà? on était à Saint-Henri, je suppose que dans la chaîne, ma mère avait pas d'appel. On était à 11 25. Mais c'est là que j'ai compris qu'il y avait du bon monde dans la vie. Il y a un couple, pas loin de chez nous, rue de Saint-Philippe. Il avait pas mal en moyen. Il dit à mon père, j'ai une maison, moi, dans Nord-Rome. Il dit, ça me serait bien, ta famille. Mon père dit, c'est un coup direct, comment est-ce que j'achète ça? Il dit, viens t'en. Il a monté une maison, tu vois ça, là. 11 253 Laurentide, où est actuellement le McDo. Pas le McDo, le Tim Hortons. C'est Vital, puis Tim Hortons. Juste là. Ah oui, oui, oui. Et puis, je fais ça, maison de campagne, une chose de bâtiment, une mini-ferme. Comment je fais que je te paye ça? Il dit, tu es capable de me donner 10 pièces par mois? Pas rien, par là. Il dit, on prend une feuille, on met ça, 10 pièces par mois. Puis quand on est rendu à 1500 pièces, elle était à toi, il y aura chez le notaire. En 37. Puis dans ce temps-là, ça s'appelait avec une poignée de main. Ça s'appelait par le petit nom. Joe, puis il dit, ah ouais. C'est là qu'on C'est là que la première fois que j'ai pensé, j'ai vu, il y a du bon monde dans là. Une autre photo. On était heureux, là, c'est pas croyable. Ça, ça en arrière de notre maison. Les jardins, ça, c'est ma soeur puis une cousine. Bien encore. Ouais. Oh boy. Dans ce temps-là, mon grand-père venait nous voir peut-être changer. Les chars de reste, c'était quasiment des chars de mafia dans le temps. Il y avait quelques 8-9 là-dedans. Il a monté Saint-Michel, boulevard Ouin, puis ça en a dès qu'il arrivait sur le coin de Laurentide, boulevard Ouin. Toute la reine, tous les jeunes, on était assis sous des arbres. Et puis là, j'attendais pour courir à l'auto de l'auto jusqu'à temps, ben, je suis pendant un coin de rue. Notre maison était sur le coin
pas sur le coin, au bout de la rue Laurentide, puis Perron, où passait la ligne de chemin de fer 40. Le petit 40. Je pense que c'est un gros hot-tune, ça se peut. Je ne sais pas, il y avait ça pas dedans. L'équipe de Ballon-Ballet, de Saint-Tal, Vraiment des gros. la moitié de l'équipe là-dedans, c'est mes frères, beaux-frères. Ça, c'est le policier qui était policier. Ça, vous m'avez montré ça tantôt, ça m'a fait rire, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un beau souvenir, vraiment. Vous savez, dans le quartier, il y a un organisme qui s'appelle la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord. Ceux chrétiens écrivaient quelques articles dans leur revue. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, là, ça coûte 35$ par année. Vous recevez 3-4 belles revues. Puis, à un moment donné, il a laissé un témoignage. Dans ce temps-là, pour aller au cinéma, il était 16 ans. Mais là, j'avais 15 ans, ça me chicotait un peu, puis j'avais une petite fille que j'entendais dans le nez. Ça me chicotait un peu. Vous êtes marié avec à cette heure-là? Non, non, c'est pas ça, non. J'ai passé plusieurs années. Non, mais même dans ce temps-là, quand t'es jeune, ça se trafique des cartes, pour ça que la carte est correcte. Je prends la petite fille, puis elle a 2 pièces dans mes poches. C'est tout ce que j'ai, 2 pièces. Tout est marqué dessus. J'achète des billets de tramway, 25 cents, 6 billets dans ce temps-là. Je rentrais au cinéma le matin à 10 h, c'était 15 cents chacun, à 30 cents. On sort le midi, on a vu 2 films, un peu de vaudeville, avec Mme Pétry. On sort, on s'en va au pool room en face. 70 cents pour les deux, on prend le patate. Mais le cœur, tout correct. On rentre encore après-midi d'un autre. Là, ça rendu à 25 cents chaque. Même j'ai réussi à payer un beau carnet. Je reviens chez nous ce soir, la journée était complète. Ah ben bien fait ça. C'était beau. Puis, hey, quand tu sais que tu te déshabilles le soir, là, t'as parti avec 2 piastres. Tu fais ton inventaire, il te reste 2 billets, puis il te reste encore 15 cents dans tes poches. C'est un gros lot. Un nouveau, ça, c'est pas mal. Merci, M. Gressier. En face de ce magasin-là, vous voyez, l'autre bord de la rue, Ouais. il y avait une vente. Oui. Canadien national. Canadien national. Ah, OK. Oui, monsieur. Ouais. Avant, La dernière partie, les dernières minutes, 1, 2 minutes, 5 peut-être, je vais défiler des photos anciennes. Vous avez des commentaires, vous y allez. J'ai une photo que j'ai prise moi récemment. Ça, c'est une photo ancienne, c'est le même bâtiment. C'est. Même endroit lors de la procession de la fête Dieu. L'abbé des Orsay en premier. L'arrivée de la télévision va mettre fin au monopole de la radio. La vie en famille. L'arrivée du téléviseur. Est-ce qu'il y en a qui ont des souvenirs de ça? L'arrivée du téléviseur, on allait chez les amis qui avaient la télé pour regarder. Chez Gervais, le restaurateur, il y avait... Monsieur Lapierre, il faut lever la main. Oui. Il y a Monsieur Chrétien qui veut dire quelque chose. Hey, à 54, je me souviens de mon premier téléviseur que j'ai acheté. À 54, 850 pièces. C'est la petite Monsieur Lapierre. ça coûtait aussi cher qu'une voiture. Le premier téléviseur chez Gervais, sur la rue Saint-Gertrude, pas loin de le boulevard Perra, il y avait une télévision dans la vitrine. Et puis, il y avait pas mal plus de neige que de photos, mais on réussissait à voir des joueurs de baseball un petit peu qui faisaient quelque chose. On passait notre soirée à regarder ça. On est tout allé. Merci. Probablement en 51, 52. Là. Ici, j'ai une photo du premier conseil municipal d'Yves Ryan, celui qui était maire pendant 38 ans, qui était le fondateur, juste avant, le fondateur du Guide de Montréal-Nord. Qu'est-ce qu'ils font avec leur main, c'est quoi ça? Quand on a parlé du tramway, le tramway qui arrêtait sur Gigi Gagné, et qui un autre qui reprenait à partir de Gigi Gagné pour aller jusqu'à Montréal-Nord, pendant l'attente, le transfert d'un tramway à l'autre, il y a un pain finot qui a décidé de vendre des patates aux gens qui attendaient. Ben oui. D'ailleurs, le sage qui a traversé la rue, avant, il était de l'autre côté. Oui, jeune homme. Il y avait deux 40. Sur le coin de Pinot, dans les Bourassa, c'était des voies doubles.
Perra, puis là, puis Perra. Ok, oui. C'était des voies d'eau, fait que quand l'autre n'était pas arrivé, lui, il attendait. Ah, ok. Là, il s'en allait jusqu'à Pigeon, Oui. puis l'autre, il s'en allait jusqu'à Saint-Sable. Oui. Ça le virait, ça le même. C'est lui qui faisait. C'est lui qui faisait la navette, justement à l'endroit où vous mentionnez, jusqu'au terminus devant le cinéma légal. C'est M. Hurtaud. M. Morel et M. Hurtaud. M. Chrétien, on n'a pas beaucoup de temps, excusez, je suis Justement, M. Hurtaud ou M. Bourassa, le tramway passait juste au bout de nos terrains. Il y avait beaucoup de monde à la maison. Je vois encore ma mère aller au bout. Il fait signe, il arrêtait le tramway. Il n'était même pas rendu dans la station, rien. Elle était à 30 sous. Elle apporte-moi des patates frites quand tu viens. Il était, Puis il y avait assez de patates frites pour qu'il il était un excellent commissionnaire. C'est drôle. C'est David, là. Madame Demers. Madame Demers. Qui demeurait sur le coin, au monde d'Alsace. En arrière, son père, il y avait un genre, on peut appeler mini-grange, montrant des films. Puis Madame Demers me contait que dans ce temps-là, son père, il y avait un petit chou de patates frites au temps, maintenant. Une poche de patates au complet, elle épluchait. Son père donnait 10 cents, puis il était content. J'ai dû en passer là, vu que M. Chrétien, ma mère avait une patate frite sur le coin de Pineuf et Boudon. Tout le monde passait, puis j'entends soit aller au régal, soit aller au rigo. Il arrêtait à la boulette de ma mère pour manger des patates frites et des rentrer. Ah oui. Il y avait un Ceux qui se rappellent, je vais passer aux photos, parce que le temps est un obstacle. Si vous allez au coin Armand Lavergne et Charleroi, il y avait ce que vous avez ici, le centre de développement domiciliaire, vous avez une statue pour rappeler qu'il y avait le clerc de Saint-Viateur qui était à cet endroit. Oui, ça c'était très beau. Ça, c'est le chef de police de Montréal-Nord, Bonneville. Ah non, oui. Perra, vous passez le tramway ici. Je vais très vite. Une photo des photos de beaucoup de plans de M. l'Archevêque, comme les trottoirs ici. C'était de la dalle de pierre. Ça pesait 800 livres, la dalle. Surtout, le conducteur de tramway. Ah oui, Le tramway en hiver. il y a eu Ce soir, on était supposé d'avoir un invité qui était trop malade pour venir. Le laitier, M. Pichette. Il est fatigué pas mal, alors j'ai quand même voulu penser à lui. Oui, je vais me permettre une petite chose quand même. En l'honneur de mes aînés. Le dernier mot. En l'honneur de mes aînés qui ont bâti, qui ont utilisé cette maison. Alors, j'ai écrit un petit poème. Pourquoi pas? Quelque chose de culturel. Alors, la maison de mes aïeux. Issue d'eau, de pierre, de cœur et de courage, ton histoire m'inspire. Mes aïeux, je pleure vos souffrances, je salue votre courage. L'Europe est faucillée de vos pleurs et de vos labeurs. Vos terres sont imprégnées du legs de votre fierté et de votre témérité. À vous, mes aïeux, je vous admiration et reconnaissance. À vous, mes aïeux, j'exprime ma fierté d'être complice de votre passé pour le mettre en valeur. Alors, je soumets ça. En terminant, je remercie nos panélistes. Il y a, à l'extérieur, dans le passage ici, il y a un crayon et une feuille. Vous pouvez laisser des adresses courriel seulement. Pour moi, c'est plus simple. Il y a d'autres activités dans le cadre du Sentier de Montréal-Nord qui vont avoir lieu. Parfois même, pas juste à Montréal-Nord, des fois je fais des activités culturelles comme ça à d'autres endroits. Comme par exemple le 28 mars, il y a une journée où on va se promener en carriole sur Gouin. On va raconter l'histoire des maisons anciennes. Et il va y avoir aussi, par exemple, aussi une conférence sur l'histoire de l'immigration maghrébine. Alors, vous laissez votre adresse courriel, vous recevez un courriel de ma part une fois par mois, grosso modo, avec des activités. Des fois, l'autre jour, j'étais dans Rosemont, là je suis dans Montréal-Nord.
Merci beaucoup Monsieur d'avoir... Tessier, une autre petite annonce. Lundi prochain, à la bibliothèque Jean Leroy, je donne une conférence tout seul. Ça va être... attendez que je vous raconte tout ce que la façon qu'on vivait dans les années 40 et 50. Dans 1h30, à la bibliothèque Jean Leroy. Vous êtes invités, on promet qu'on va avoir du plaisir. On s'en va des